Reprenons maintenant cette séquence et voyons ensemble les erreurs commises par le vendeur, Monsieur Durand. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Dupont, je suppose? Oui, vous supposez bien, oui. Asseyez-vous. Merci. Évitez les phrases avec ce genre de supposition. La supposition sur la personne n'est pas valorisante. Voilà, je suis monsieur Durand de chez Primeur et je viens de reprendre le secteur qui vous concerne. Alors je suis là pour voir vos problèmes. C'est un bon début. Il faut toujours commencer par l'objet de la visite. Mais il ne faut jamais parler de problème. Ah oui, les problèmes, tiens, parlons-en, oui. Avec Primeur, mes achats baissent de plus en plus, hein, à l'image de la qualité des produits que vous offrez. Vous savez, c'est scandaleux de se prétendre le numéro 1 de ne pas pouvoir respecter ses engagements qualité. Le vendeur a ouvert la porte au flot des objections. Il lui est alors impossible de les traiter une par une. Commence alors la spirale culpabilisante. Vous savez, c'est scandaleux de se prétendre le numéro 1 de ne pas pouvoir respecter ses engagements qualité. Attendez, monsieur Dupont, là, je ne comprends pas. Nos produits font l'objet d'un contrôle au départ et à l'arrivée. Ah, arrêtez. Une réponse aux objections doit être à la fois ferme et subtile. Ici, le vendeur se culpabilise en disant « je ne comprends pas ». Il est en justification. Par contre, l'objection pour le contrôle au départ et à l'arrivée est bonne, mais mal exprimée. Attendez, monsieur Dupont, là, je ne comprends pas. Nos produits font l'objet d'un contrôle au départ et à l'arrivée. Ah, arrêtez, arrêtez. J'ai un taux élevé de déperdition, c'est sans doute dû au transport. Ou plus grave, aux produits. Tant qu'une objection n'est pas traitée, elle pollue la communication. Procédure PNL. Monsieur Dupont peut continuer sur le même registre, puisque l'objection n'a pas été traitée. Non, là c'est impossible, monsieur Durand. Oui, enfin, je constate des déperditions, une baisse de mes marges. Et puisque vous reprenez le secteur, sachez que j'attends de nouveau un geste de Primeur. L'objection de monsieur Durand a été inefficace. Elle est sèche et ne signifie rien. L'objection n'ayant pas été traitée, monsieur Dupont peut aborder sans difficulté le problème sous-jacent de la remise financière. De plus, monsieur Durand ne traite pas le registre sous-jacent de monsieur Dupont, celui de la mauvaise foi. Écoutez, examinons d'abord peut-être tous les problèmes un par un. Enfin, une proposition positive, mais elle arrive trop tard. Et l'on ne parle pas de problème, mais de points. Écoutez, examinons d'abord peut-être tous les problèmes un par un. Pour le transport, je veux bien vous inviter à visiter nos usines de conditionnement et je ferai moi-même une enquête sur les problèmes de qualité. Encore une fois, il ne traite pas l'objection et met en doute la qualité de son service, puisqu'il va vérifier lui-même. En fait, il a peur d'aborder le client. Non, écoutez, je suis désolé, mais là, j'ai pas le temps. Enfin, je suis content que vous repreniez le secteur et que vous occupiez du problème des produits et de la déperdition. En conséquence, monsieur Dupont ne rentre pas dans son jeu et esquive très intelligemment la proposition de monsieur Durand. Oui, monsieur Dupont, comme quoi on peut faire des gestes. Puisqu'il n'a pas traité les objections, monsieur Durand en vient à dire qu'il est prêt à tout. J'en attends d'autres. Hein. Attendez, monsieur Dupont. Naturellement, monsieur Dupont répond rapidement à la perche tendue. Pour monsieur Durand, il est trop tard. Le système est mis en place. Non, non, écoutez, monsieur Durand, là, je peux pas attendre. Hein. Primeur me fait combien? Monsieur Dupont peut se permettre des demandes de réduction forcées, puisque monsieur Durand est rentré complètement dans son jeu. Non, non, écoutez, monsieur Durand, là, je peux pas attendre. Hein. Primeur me fait combien? Bien. Bon, examinons les autres problèmes comme les rotations de vos stocks. Monsieur Durand tente de relancer maladroitement sur un autre sujet. Il panique, ne répond toujours pas aux objections et parle de problèmes. Mais ce ne sont pas des problèmes. Je pourrais avoir une meilleure rotation si j'ai le meilleur produit. Vous savez, je songe à changer de fournisseur. Hein. Sentant la déstabilisation, monsieur Dupont peut maintenant s'autoriser le chantage. Attendez, monsieur Dupont. Avant de prendre cette décision, nous pourrions voir comment augmenter votre rotation, d'accord? Eh bien, par de nouveaux produits. Ou alors une meilleure qualité. Bien. Et si nous allions voir votre rayon? Monsieur Durand est complètement débordé. Il cherche un échappatoire et insinue un doute sur la compétence du chef de rayon, ce qui est extrêmement mauvais. Et si nous allions voir votre rayon? Est-ce que vous me prenez pour un incompétent, là, monsieur Durand? Ce sont des efforts financiers qu'il me faut, alors c'est combien? Profitant de cette nouvelle erreur, monsieur Dupont peut à nouveau attaquer. Ce sont des efforts financiers qu'il me faut, alors c'est combien? C'est-à-dire? Utiliser la technique de décodage va à cet instant permettre à monsieur Dupont de développer son argumentation. C'est-à-dire? Je sais pas, moi, nous attendons sur notre prochaine commande un effort, disons, de 10 à 15% là, pour compenser les pertes dues à la défectuosité de vos services.
Monsieur Dupont a construit savamment son argumentaire sur un registre de culpabilisation, et ce depuis le début. La touche finale est la demande de remise. Céder à ce type de démarche équivaut à se faire discréditer. C'est beaucoup, monsieur Dupont. Voici une contre-argumentation sans argument valide. En vente, on ne gémit pas, on se bat. C'est beaucoup, monsieur Dupont. Un petit effort, là, monsieur Durand, et puis on passe une bonne commande. Bon, ben, d'accord. Mais alors, vous regardez l'effort que nous faisons. Oui, bien sûr, oui. Monsieur Durand a obtenu son bon de commande. Mais à quel prix?